Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce nouveau journal de la rédaction. Voici les trois principaux titres de l'actualité. Alors que l'Afrique est au cœur des préoccupations de la COP27, nous reviendrons sur les inondations dévastatrices qui ont touché le Nigeria il y a quelques mois. Des morts, des déplacés, des milliers d'hectares ravagés par les inondations, mais pas seulement. En Afrique, avec le changement climatique, la famine va augmenter. Nous nous pencherons sur le cas du Soudan. Et puis enfin, en République démocratique du Congo, un deuxième contingent de l'armée kenyane est arrivé à Goma, le chef-lieu du Nord Kivu, qui est toujours sous la menace d'une attaque des rebelles du M23 qui poursuivent leur offensive. Et on ouvre ce journal avec un retour sur les inondations dévastatrices qui ont touché le Nigeria. Des inondations hors normes qui ont aussi touché le Niger, le Tchad et des pays voisins et qui ont déplacé plus de 1,4 million de personnes et ravagé des centaines de milliers d'hectares de récoltes. Le changement climatique a multiplié par 80 la probabilité des pluies intenses qui ont tué ces derniers mois plus de 600 personnes et dévasté l'agriculture du pays le plus peuplé d'Afrique. Soukaina Skali. Des récoltes détruites, près de 600 morts et 1,4 million de personnes déplacées. Quelques mois après les inondations dévastatrices au Nigeria, certaines régions gardent encore des séquelles. Honnêtement, je me sens très mal, mais il n'y a rien que je puisse faire. Je cultive beaucoup. J'ai beaucoup dépensé d'argent dans cette ferme. J'ai dépensé plus de 600 000 naira et plus. Selon une étude publiée mercredi par World Weather Attribution, les émissions de gaz à effet de serre pourraient rendre les événements climatiques hors normes plus fréquents et plus intenses dans le pays. Le changement climatique causé par l'activité humaine a rendu cet événement environ 80 fois plus probable et 20 fois plus intense. La publication de ces conclusions intervient en pleine négociation en Égypte à la COP27, où les pays en développement demandent aux pays riches pollueurs de payer pour les pertes et dommages liés au changement climatique. Nous sommes ici aujourd'hui pour demander aux dirigeants mondiaux de payer pour les pertes et les dommages dans mon pays et dans d'autres pays du monde qui sont en première ligne de la crise climatique. Et nous sommes donc ici pour demander aujourd'hui de nous montrer l'argent. Dans cette étude, les scientifiques ont aussi examiné le pic de précipitations sur 7 jours le long du bassin inférieur du Niger au Nigeria. Conclusion, le changement climatique a rendu les précipitations environ 5% plus intenses que la moyenne. L'Afrique est au cœur des préoccupations de la COP27 qui se déroule à Sharm el-Sheikh. L'Union européenne et certains États membres ont décidé de verser ensemble plus d'1 milliard d'euros pour aider l'Afrique à s'adapter au changement climatique. C'est ce qu'a annoncé mercredi le vice-président de la Commission européenne, Frans Timmermans. Je vous le disais, près de 110 chefs d'État et de gouvernement sont présents à la COP27 en Égypte, à Sharm el-Sheikh jusqu'au 18 novembre pour renforcer leurs engagements climatiques face à un réchauffement qui s'emballe et apporter un soutien financier aux pays pauvres qui en souffrent. Mais selon la présidence, certaines délégations freinent les négociations en cours et empêchent d'avancer. Écoutez. Je peux vous dire que certaines délégations freinent le travail dans un certain nombre de salles et nous espérons vraiment que chacun, comme nous le disons, se montre à la hauteur de la situation et se rende compte que le statu quo ne suffit pas en ce moment. Toutes ces motivations, j'espère que les personnes présentes dans les salles de négociation et toutes les délégations les prennent à cœur et réalisent que c'est sérieux et que nous devons montrer que nous progressons non pas en parole, mais en action et en mise en œuvre. En Égypte, ils sont donc des milliers de délégués qui discutent du changement climatique et l'ONU a alerté sur le problème de la famine en Afrique qui va augmenter si rien n'est fait en urgence. Pour le Soudan, comme pour de nombreux autres pays en voie de développement, inondations, sécheresses et catastrophes naturelles entraîneront une réelle hausse de la famine. Le point avec Valentine Exantus. Tout au long de la COP27, qui touche bientôt à sa fin, nombreux sont ceux qui ont manifesté dans les rues de Sharm el-Sheikh en Égypte au sujet des conditions climatiques que subit l'Afrique. Ce continent subit de violents épisodes de sécheresse ou d'inondations. Selon les Nations Unies, ces changements climatiques pourraient entraîner une hausse de la faim dans plusieurs pays africains.
Nous espérons, dans les circonstances actuelles, voir une plus grande volonté de coopération et d'accommodement que ce que nous constatons dans les rapports que nous avons reçus des différentes voies de négociation. À Sharm el-Sheikh, le sort du Soudan, voisin de l'Égypte, 5e pays le plus menacé au monde par le changement climatique, préoccupe les participants. Actuellement, 15 millions d'habitants souffrent de la faim dans ce pays. C'est 50% de plus qu'en 2021. Les délégués appellent à une prise de conscience collective. J'espère que les personnes présentes dans les salles de négociation et toutes les délégations les prennent à cœur et réalisent que c'est sérieux et que nous devons montrer que nous progressons, non pas en parole, mais en action. Pour éviter que le scénario catastrophe ne se produise, les participants à la conférence sur le climat estiment qu'il serait inconcevable de quitter la COP27 sans une mobilisation significative. La rébellion du M23 continue et un deuxième groupe de soldats kényans de la force régionale est-africaine en République démocratique du Congo est arrivé mercredi à Goma, le chef-lieu du Nord Kivu qui est toujours sous la menace d'une attaque des rebelles du M23 qui poursuivent leur offensive. Le point avec Valentine Exantus. Alors que l'armée congolaise affronte le M23 dans l'est de la République démocratique du Congo, un deuxième contingent de l'armée kenyane a atterri à Goma. Constitué d'une 60aine d'hommes, ce contingent a un objectif, celui de ramener la paix dans cette région. J'espère qu'avec votre arrivée, beaucoup de choses vont changer et nous allons évoluer dans une mission offensive afin de ramener la paix dans notre pays, la RDC, avec en priorité le M23 et cette agression rwandaise. Il y a 4 jours, un premier contingent d'une 100aine d'hommes avait déjà foulé le sol congolais. Les autorités du pays comptent sur le soutien des forces armées de la région, comme le Kenya, pour venir à bout de cette rébellion. Parfois, la guerre n'apporte pas nécessairement la paix. Il faut faire preuve de diplomatie. Deuxièmement, il est très important de parler de désarmement et de démobilisation. Il ne faut pas seulement se concentrer sur les M23, parce que nous nous concentrons seulement sur eux. Pour amener la paix à l'est de la RDC, toutes les options sont sur la table. Et si ni le dialogue ni la voie politique ne contribuent à faire taire les armes, l'option militaire sera envisagée. République démocratique du Congo, toujours sur le terrain, l'ancien président kényan et facilitateur Uhuru Kenyatta, qui est en visite à Goma, a appelé une nouvelle fois à arrêter la guerre et à commencer le dialogue avec les rebelles du M23. Les détails avec Lorraine Mabou. Alors que des affrontements à l'arme lourde étaient signalés vers Kibumba, à une vingtaine de kilomètres au nord de Goma, les déplacés de guerre ont vu des militaires fuir sur des motos, ce qui a déclenché un mouvement de panique au sein du camp des déplacés de Kanyaruchinya, au sud du Kibumba. Je tiens à vous rassurer que les forces loyalistes se comportent très bien sur le terrain des opérations et contiennent l'ennemi dans les hauteurs de Kibumba. Toutefois, je vous demande de rester vigilants et de résister à l'ennemi. Depuis la progression du M23 dans la province, environ 40 000 habitants se sont réfugiés dans le camp de Kanyaruchinya pour échapper au combat. Les affrontements ont provoqué mardi la fuite de ces déplacés vers Goma, au moment où se trouvait dans la ville l'ex-président kényan et facilitateur Uhuru Kenyatta. Ayons pitié de ces populations, arrêtons la guerre et commençons le dialogue. Nous ne pouvons pas commencer par le dialogue, puis arrêter la guerre. Non, nous devons d'abord arrêter la guerre et dialoguer après. Dans une démarche conciliante, Uhuru Kenyatta a tenté d'apaiser les tensions en proposant un dialogue entre les rebelles du M23 et les autorités de la RD Congo. L'objectif est de préparer la prochaine session de pourparlers de paix sur la situation dans cette région, prévue le 21 novembre à Nairobi.
L'être humain n'est pas un animal sauvage. Il est de notre devoir de mettre un terme à cette situation. Je ne suis pas là pour accuser qui que ce soit. Je n'accuse personne. Tout ce que je demande, c'est que, s'il vous plaît, en tant qu'enfants de Dieu, mettons fin à cette guerre et sauvons la vie de ces personnes que j'ai vues aujourd'hui. Après un séjour de 48 heures dans la capitale Kinshasa, Uhuru Kenyatta a rencontré les autorités, diplomates et communautés de l'Ituri, du Nord et du Sud Kivu. Uhuru Kenyatta a réitéré son appel à déposer les armes et choisir le chemin de la paix par le dialogue. Selon une source gouvernementale, l'Allemagne va retirer ses troupes engagées au Mali dans le cadre de la mission de l'ONU qu'on appelle aussi la MINUSPA à la fin de l'année 2023. La Grande-Bretagne et la Côte d'Ivoire ont déjà annoncé cette semaine le retrait prochain de leur contingent. Le haut-commissaire de l'ONU aux droits de l'homme, Volker Turk, a appelé mercredi les Soudanais à rétablir le pouvoir civil pour mettre fin à la grave crise économique et politique qui frappe le pays depuis octobre 2021. En effet, le vide sécuritaire engendré par le coup d'État militaire du général Abdel Fattah al-Burhan en octobre a laissé la place à davantage de conflits tribaux. Ils ont tué cette année plus de 800 personnes et déplacé plus de 265 000 personnes. On écoute Volker Turk. Toute transition est délicate, et au Soudan, nous sommes à un stade particulièrement délicat de cette transition. J'appelle toutes les parties impliquées dans le processus politique à déployer tous leurs efforts pour rétablir un pouvoir civil dans le pays et mettre fin à l'incertitude qui met en péril l'avenir d'une grande partie de la population. Place maintenant au reste de l'actualité internationale commentée aujourd'hui par Lorraine Mabou et Noël Ndong. En Guinée, le ministre des Infrastructures a été limogé. L'ONU salue la reconduite de l'accord sur les céréales. Et enfin, aux États-Unis, les Républicains décrochent une courte majorité à la Chambre des représentants. C'est parti. Le chef de l'État guinéen, le colonel Mamadi Doumbouya, a limogé mercredi son ministre des Infrastructures et des Transports. Yaya Sow et 7 collaborateurs de son département sont visés par l'ouverture d'une enquête devant la Cour de répression des infractions économiques et financières, une juridiction anticorruption mise en place par les militaires eux-mêmes après avoir renversé en septembre 2012 le président Alpha Condé. Ces militaires ont fait de la lutte contre la corruption un de leurs grands combats. L'ex-président Condé lui-même est visé par des poursuites pour corruption. Le secrétaire général de l'ONU a salué jeudi la reconduite de l'accord sur les céréales ukrainiennes. Il s'agit d'un accord quadripartite impliquant l'Ukraine, la Russie, la Turquie et les Nations Unies. Il a été reconduit pour 4 mois. Antonio Guterres s'est dit satisfait de cette prolongation. La précédente initiative sur les céréales en mer Noire expirait vendredi soir. Elle aura permis de sortir plus de 11 millions de tonnes de céréales des ports ukrainiens en 4 mois. Au terme des élections de mi-mandat aux États-Unis, les républicains ont décroché une courte majorité à la Chambre des représentants, ce qui leur donne un pouvoir de blocage sur la politique de Joe Biden jusqu'en 2024. Les démocrates ont en revanche conservé le Sénat. Après avoir échoué à s'emparer du Sénat, le Parti conservateur, qui ne disposera que d'une courte majorité à la Chambre basse, est bien loin de la vague géante promise par Donald Trump. L'ex-président a annoncé mardi soir sa candidature pour la Maison-Blanche en 2024. Guerre en Ukraine maintenant. La Russie a de nouveau lancé des frappes ce jeudi contre plusieurs villes d'Ukraine, dont la capitale Kiev. Des bombardements qui coïncident avec de premières chutes de neige dans un pays qui est miné par les coupures d'électricité provoquées par la Russie. À 3 jours de l'envoi de la Coupe du Monde du football au Qatar, le chef de l'État français s'est exprimé mercredi, alors que l'annonce de sa possible venue au Qatar suscite des remous. La politique qui entoure le Qatar a fait réagir le président français. Emmanuel Macron a demandé de ne pas politiser le sport. Écoutez-le.
Je ne crois pas du tout. Je pense qu'il ne faut pas politiser le sport. Et la vocation, d'abord, ces questions-là, il faut se les poser quand on attribue les événements. C'est quand on attribue des Jeux, qu'ils soient des Coupes du Monde ou des Jeux Olympiques, qu'il faut en toute honnêteté se poser la question. Et que la question soit climatique ou qu'elle soit des droits de l'homme, il ne faut pas se les poser à chaque fois que l'événement est là. C'est au moment où on l'attribue qu'on doit se la poser. Et on se quitte avec des images d'une vente aux enchères organisée par la maison Philips. Une œuvre de Marc Chagall volée par les nazis puis restituée par la France aux héritiers de la famille spoliée a été vendue pour plus de 7 millions de dollars. Cette œuvre avait été peinte par Chagall l'année de son arrivée à Paris, une toile rare car beaucoup avaient été détruites lorsque le peintre quittait Paris pour retourner en Russie en 1914. C'est la fin de ce journal. Restez avec nous, l'info continue sur Télé Sud. Quant à moi, je vous retrouve dès ce soir pour de nouvelles informations. Bonne journée à tous.